Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer d'abord par cette partie-là. Je vais d'abord créer une application qui permet donc de gérer les produits, les catégories qui sont stockés dans une base de données MongoDB. On va gérer donc, on va d'abord travailler cette partie-là et après, à la fin, on va ajouter la partie sécurité. Alors pour cela, MongoDB, donc c'est un outil que vous pouvez télécharger. Alors pour moi, donc je l'ai installé en principe. En principe, vous téléchargez, si vous installez, si vous travaillez sur Windows, vous faites l'installer, c'est-à-dire la distribution exécutable. J'ai la version 4.0. En principe, MongoDB, si vous l'installez, si vous utilisez l'installeur, il va vous installer d'abord le serveur Daemon, c'est-à-dire ça c'est le serveur qu'il faudrait démarrer. Démarrer le serveur de MongoDB. Et après, il y a un client, Mongo Client, sur ligne de commande qui va vous permettre de tester, d'exécuter des requêtes sur MongoDB pour voir. Donc, je vais vous montrer comment utiliser tout ça. Ou tout simplement, si vous avez installé, normalement, il est installé en tant que service. C'est-à-dire que vous pouvez le démarrer. Là, pour moi, donc, si je regarde dans les services, je trouverai MongoDB. Elle est là, serveur, elle est déjà démarrée. Donc vous pouvez le démarrer sur ligne de commande, vous le démarrer en tant que service. L'essentiel c'est que vous avez d'abord besoin du serveur MongoDB. Alors ça c'est la première des choses. Après donc je vais créer un projet. Je vais créer un projet donc Spring Starter. Alors alors pour les outils, moi ce que je fais d'habitude, c'est vrai, d'habitude je travaille toujours, je vous montre toujours comment travailler avec la partie back-end avec Eclipse. Et après la partie front-end, vous utilisez donc un éditeur séparé qui est WebStorm ou IntelliJ. Mais en principe, si vous travaillez la partie back-end avec IntelliJ, donc ça va vous permettre de rester sur le même IDE. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de changer l'IDE, aussi bien pour un IDE pour la partie back-end et un IDE pour la partie front-end. Si vous, en fait, vous choisissez ce que vous voulez, mais pour les gens qui aiment rester toujours sur un IDE, donc je trouve quand même que IntelliJ il offre cette possibilité. Donc ce qui fait peut-être cette fois-ci, donc je vais travailler tout avec IntelliJ. De toute façon, ça ne change rien. Donc, c'est-à-dire que vous travaillez avec Eclipse ou IntelliJ, pour moi, c'est pareil, c'est la même chose. Bon, avec IntelliJ, donc cette version-là, donc je peux la même chose créer un projet Spring Starter, alors un projet. Alors ça se passe c'est Spring Initializer, donc ça c'est un projet Spring Boot Next. Je vais utiliser donc Java 8. Alors group ID c'est org.id. Donc ça c'est le catalogue. La version, ça c'est le package. Java, jar 8, c'est la même chose. Alors les dépendances, donc ici donc j'aurai besoin donc de la dépendance web. Donc, dans la catégorie web, dans la catégorie web, donc j'ai besoin de web, j'ai besoin de REST repositories, même chose. Alors dans la catégorie, donc je ne veux pas utiliser SQL, mais je vais utiliser donc une base de données non SQL. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'utiliser MongoDB Driver, dépendance à Spring Data. J'aurai besoin d'utiliser donc Spring Security. J'aurai besoin d'utiliser Lombok. Quoi d'autre? Donc pour tout ce qui est donc ça c'est suffisant. Ça c'est la partie web.
Ça, c'est la partie sécurité. Donc, je crois que c'est tout. Next. Finish. Alors, je vais ouvrir ça dans cette fenêtre. Ok. Alors, donc, dans ce package-là, donc, je vais d'abord commencer par créer les entités. Alors, je vais créer un package d'abord. Alors, je suis dans le package org.sid, new package, entities. Je vais créer les entités, c'est des classes. Alors, j'ai besoin de la classe product. J'ai besoin de l'entité. Bon, une catégorie définie par le ID. Alors généralement au niveau de MongoDB, le ID donc souvent il est géré en tant qu'un string, comme une chaîne de caractères. Ça c'est d'une manière générale, mais l'empêche que vous pouvez spécifier donc d'autres types de données, mais de préférence de garder donc des ID de type string. Donc alors ici le nom de la catégorie. Et après une catégorie concerne plusieurs produits. Ça veut dire que si vous voulez travailler donc des relations, c'est une collection de produits. Collection product. On va utiliser ici new ArrayList, donc on va l'initialiser par défaut. Alors c'est important cette initialisation new ArrayList. D'habitude avec GPA, donc initialiser donc la collection, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire parce que par défaut on utilise le mode lazy, le mode eager, qui fait que donc c'est lui qui gère donc l'initialisation de la liste. Alors ici donc de MongoDB, donc c'est exprès, donc je vais l'instancier, c'est-à-dire que je suppose au moment de la création d'une catégorie, je suppose que la liste des produits elle est vide parce que cette information il va être enregistrée dans la base de données. Alors maintenant, pour faire ce mapping objet document, du moment que maintenant je travaille avec MongoDB, ben je vais utiliser une annotation document. C'est-à-dire que finalement, un objet de type catégorie, il devient un document JSON. Sachant que tout ce qui est stocké dans une base de données de type MongoDB, c'est des documents. En fait, dans une base de données MongoDB, toutes les données sont stockées dans des collections. Une collection, c'est un ensemble de documents. Et un document, c'est tout simplement des données au format JSON qui représentent soi-disant un enregistrement, l'équivalent d'un enregistrement, mais en format JSON. Donc j'ai document, et après, bon, j'ai besoin donc des annotations Lombok, data, pour les getters et setters. C'est pareil, donc si vous utilisez donc IntelliJ, si vous voulez que Lombok puisse fonctionner au moment de la compilation, il faudrait installer un plugin. Il y a un plugin que vous pouvez installer sur IntelliJ et qui vous permet de configurer IntelliJ pour qu'il reconnaisse les annotations en quelque sorte Lombok. Quand vous faites avec Eclipse également, il faudrait installer Lombok pour Eclipse. C'est presque la même chose. Alors ici, donc, je vais utiliser, donc j'ai un constructeur avec tous les paramètres. J'ai besoin d'un constructeur sans paramètres et j'ai besoin de la méthode. Et après, on va utiliser la notation ID.
Mais quelle annotation ID? Il faut faire attention parce que ici, ce n'est plus du GPA, c'est l'annotation ID de Spring Data. Pas du mapping objet relationnel, ça n'a rien à voir avec le ID que nous utilisons, bien sûr, comme d'habitude, dans GPA. C'est tout. Mais après, il y a des relations. Alors maintenant, au niveau de MongoDB, comment gérer les relations entre les entités? Alors, il existe deux manières de faire. Soit, si vous le laissez comme ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va enregistrer une catégorie, à l'intérieur d'un document catégorie, il va ajouter les produits. Ça veut dire que les produits vont être, soi-disant, enregistrés à l'intérieur de la catégorie. C'est ce qu'on appelle, donc ça c'est un embedded document, c'est-à-dire c'est un document qui est embarqué dans le document. Alors, si vous le laissez comme ça, c'est le fait. Mais si vous voulez créer deux collections, une collection pour stocker les produits et une collection pour stocker les catégories. Alors dans ce cas-là, il faut lui indiquer ça. Alors comment? Il y a une annotation qui s'appelle dbref. Quand vous utilisez dbref, ça veut dire que vous lui dites que, en fait, dans un document catégorie, je ne vais enregistrer que, on va dire, que le ID des produits. Et dans ce cas-là, quand je charge une catégorie, je peux déjà connaître la liste des produits de cette catégorie. Alors ça, si vous voulez, s'il y a besoin. Alors la même chose pour produit. Donc un produit défini par le nom du produit, par le prix, et après un produit appartient à une catégorie, une seule. C'est-à-dire nous avons une relation one to many, many to one. Donc, ici, ici donc la même chose, donc ça c'est un document. Après, all are constructor, now are constructor, quoi d'autre? La quatrième c'est data. Data, je la mets toujours en premier. Alors, data c'est. Alors ici donc c'est ID, la notation ID. Et là, la même chose, du moment qu'on va utiliser donc deux collections séparées, on va utiliser dbref. Alors ça, c'est au niveau de... Ça, ce n'est plus du mapping objet relationnel, mais c'est du mapping objet document. Alors, maintenant, pour gérer donc pour faire ce mapping objet document, la même chose avec Spring Data, on n'a pas besoin d'écrire assez de code. Ben, on va créer tout simplement les interfaces. Donc les interfaces Mongo Repository. Donc la même chose, je vais créer un package DAO dans lequel je vais créer les interfaces. L'interface product et la même chose. Bon, je vais faire extend. Alors cette fois-ci, c'est Mongo Repository. C'est une collection générique, donc j'ai juste besoin de spécifier les types génériques. Donc d'abord, c'est product et le ID de type. Le reste, c'est la même chose. Vous pouvez ajouter les find by, vous faites tout ce que vous faites d'habitude. Donc c'est ça, en quelque sorte, l'intérêt de Spring Data. C'est-à-dire tout ce que vous faites pour le mapping objet relationnel, vous pouvez le faire pour le mapping objet document. Alors je fais la même chose pour créer l'autre. Je vais faire un copier-coller. Alors catégorie repository et on va changer. Qu'est-ce qu'on va changer?
moment. Alors, du moment que j'ai besoin également d'exposer ça sous forme d'une API REST, on va utiliser Spring Data REST. Alors, pour utiliser Spring Data REST, donc j'ai ici ajouté repository REST. La même chose pour les produits. Produits. Voilà, donc je peux dire que pratiquement j'ai créé l'essentiel pour le microservice. On va essayer pour le tester. Au démarrage, on va quand même démarrer l'application. On va tenter d'insérer quelques enregistrements. On va utiliser donc command line runner comme d'habitude. Command line runner. Alors ça, c'est une méthode qui va s'exécuter au démarrage. Donc je vais utiliser la notation bin. Quand l'application démarre, cet objet est créé. Quand il est créé, il va exécuter ce traitement au démarrage. Ce que je vais faire, donc je vais ajouter quelques produits. Une liste de catégories d'abord. Pour cela, donc je vais injecter ici catégorie repository. Également, j'ai besoin de product repository. Alors, ce que je vais faire, donc je vais utiliser stream. J'ai une catégorie, par exemple, ordinateur, catégorie imprimante. Je vais insérer des catégories. Donc, catégorie repository.save. New catégorie. Alors pour le ID, je mets nul. Alors, si je mets nul, ça veut dire qu'il va le générer automatiquement. Si je spécifie la valeur, bon, ça veut dire qu'il sait qu'il y a la valeur. Par exemple, ici, je vais mettre la catégorie C1. C'est-à-dire je connais la valeur de la catégorie, si le code c'est C1. Si je mets nul, c'est lui qui va générer automatiquement la valeur. Donc on n'a pas besoin d'utiliser auto-generated value ou des trucs comme ça, parce que par défaut, MongoDB, obligatoirement, le ID, s'il n'a pas de valeur, il lui génère une valeur aléatoire. Ça, c'est quelque chose qui fait partie des bases de données orientées documents. Alors le titre, c'est C, c'est-à-dire la catégorie C, et le prix, il n'y a pas de prix ici, c'est tout. Oui, la collection. Alors, une catégorie. Non, oui, c'est tout à fait. Alors, pour la collection, donc, je vais supposer qu'il y a new array list. Voilà, alors ça, c'est les catégories. Alors, à chaque démarrage, pour ne pas à chaque fois ajouter les données, donc je vais supprimer les données. Donc ça veut dire que je vais utiliser d'abord catégorie repository delete all. Je supprime d'abord les catégories, je vais les insérer. On peut déjà faire un test comme ça. Et après, donc, je vais utiliser donc, catégorie repository find all for each. Je vais afficher la méthode toString system out c'est-à-dire j'appelle la méthode toString. J'affiche pour chaque objet, catégorie, j'affiche quoi par défaut l'objet lui-même. Et par défaut, il va appeler la méthode toString. Et on va démarrer cette application. Alors, comme vous pouvez le constater par défaut, donc je n'ai pas spécifié comment s'appelle la base de données. Alors si vous faites rien par défaut, il va choisir une base de données test. Dans MongoDB, il y a une base de données test qu'il peut toujours utiliser pour stocker les données. Mais sinon, tout à l'heure, on va changer la base de données. Donc je vais exécuter l'application. Donc on peut regarder ce qui se passe dans la base de données de test.
Alors, si tout se passe bien, on devrait voir au niveau de la constance à la fin. D'ailleurs, si vous voyez quelque chose qui marche bien ici, vous voyez, là, il y a la catégorie C1 qui est insérée et la catégorie C2. Parce que normalement, ah oui, c'est moi. C'est normal parce que pour tous les catégories, donc c'est 1. Et vous avez raison parce que ici, donc il fait pas ça, il fait update. Donc si le ID existe déjà, donc il va pas ajouter, mais il fait une mise à jour. Donc ça veut dire que finalement, si on regarde dans la base de données, on va trouver qu'il a inséré qu'une seule catégorie. Okay. Alors ce que je vais faire ici, donc je vais faire quelque chose de mieux. Donc je vais utiliser ordinateur, donc je vais mettre C1 C2 espace. Alors dans ce cas-là, pour moi, le code, ça va être C.split espace et je vais prendre le premier élément. Alors que le nom de la catégorie, je vais utiliser donc split espace et je vais prendre le deuxième. Ça veut dire que pour moi, la catégorie, c'est C1 et le nom de la catégorie, c'est ça. C'est bien de faire ça pour parfois des tests. Alors, pour ne pas se balader dans la base de données test, comme je disais, donc je vais... Parce qu'il se peut que la base de données test contienne déjà beaucoup de collections, parce qu'à chaque fois que j'ajoute des collections, je vais quand même définir la base de données. La base de données, je vais utiliser Spring Mongo. Data, Spring Data Mongo URI. C'est MongoDB. Mongo. Le port. Alors par défaut, c'est ici, donc vous voyez la valeur, il vous indique la valeur par défaut. Ici, c'est test. Donc, c'est MongoDB, localhost. Je vais utiliser le port par défaut. C'est 27. Sinon, il va utiliser le port par défaut. Et la base de données. Alors, la base de données, je vais l'appeler par exemple catalogue. Bien, alors ça fait, je vais exécuter ça. A priori, donc, je viens d'insérer donc deux catégories dans la base de données. Alors, pour voir ce qu'il y a dans la base de données, donc, vous pouvez... Hein? Oui, c'est 27017, c'est le port effectivement, ça c'est le port de MongoDB, par défaut, c'est le port par défaut. Mais après, si vous le changez, il faut le mettre là. Donc, vous avez... Normalement, il faut mettre... Alors, si on regarde, si vous voulez voir ce qu'il y a dans la base de données, vous pouvez utiliser donc l'invite de commande. Là, je ne sais pas si j'ai MongoDB comme dans le path. Sinon, en principe, il faut exécuter et il faut aller vers Program Files, MongoDB, Server 4.0. Ça, c'est le client MongoDB. Donc, si vous exécutez Mongo tout court, alors là, il se connecte et après, donc, sur ligne de commande, si vous voulez, bon, vous avez des commandes à connaître comme show
databases, databases. Donc je vois déjà la liste des bases de données qui existent dans MongoDB à Catal. Alors, pour utiliser la base de données MongoDB, on va utiliser Catal. Non, non, bien sûr. C'est normal. Parce qu'en fait, dans MongoDB, quand vous établissez une connexion, si la base de données n'existe pas, il va la créer. Vous n'avez pas besoin de la créer, mais s'il existe, il va l'utiliser. Donc je vais, pour sélectionner la base de travail, donc je vais utiliser useCatal. Et après, dans une base de données, je peux utiliser show collections pour voir les différentes collections. Alors ici, pour le moment, il y a une collection catégorie. Le produit n'est pas encore créé parce que je n'ai pas encore inséré des données. Pour voir le contenu des collections, vous pouvez utiliser db.catégorie, la collection. Il y a des méthodes, par exemple, find tout court. Find, c'est par défaut, c'est find all. Find. Voilà donc ce qui est stocké dans la collection des catégories. Il y a donc le ID, c'est toujours comme ça qu'au niveau MongoDB, le ID il l'appelle toujours comme ça, underscore ID. Et après, donc, il y a pour moi la catégorie C1, le nom ordinateur, les produits pour le moment c'est vide. Alors si c'était donc en fait pour le moment, donc d'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et après, en même temps, dans chaque document, on spécifie le type des documents. MongoDB spécifie comme quoi la classe de ce document, c'est la classe catégorie. Alors ça, c'est une information importante. C'est-à-dire quand on récupère un objet à partir de MongoDB, donc je connais déjà le type, ça va permettre de désérialiser facilement, donc s'il y a le type, s'il existe. Mais c'est une information importante. Alors ce que je vais faire, donc je vais ajouter des produits aussi dans la même application. C'est-à-dire je vais utiliser product.deleteAll pour supprimer ces existent. Après je vais utiliser la même chose, stream-off, produit. Alors je vais mettre, je vais spécifier les noms des produits. Par exemple, j'ai le produit P1. Je vais utiliser un. Non, ça c'est pas ça. P1, P2, P3, P4, 4 produits. Pour chaque nom de produit, je vais ajouter save new product. Là, je vais mettre nul, ça veut dire qu'il va générer aléatoirement la valeur. Le nom, je le connais, c'est name. Le prix, je vais générer un nombre aléatoire, random multiplié par 1000. Pour la catégorie, je vais lui associer une catégorie. Alors pour cela, donc, je vais ici récupérer une catégorie C1, par exemple. Catégorie c'est catégorie repository.find by ID. Je récupère la catégorie C1. Et là, ici, je vais mettre la catégorie .get. Donc, c'est la catégorie C1. Je vais ajouter la même chose, je vais ajouter des produits pour la catégorie C2. La catégorie C2. Je vais mettre ça, c'est P5. J'ai deux produits de catégorie C2. Ça, c'est C2. C'est pareil ici, donc si je veux afficher, donc c'est produit repository.findAll, .forEach. System.out.println. Là, on l'a fait différemment ici, c'est pareil. Arrêter, démarrer.
priori, il n'y a pas de problème, donc j'ai tout ce qu'il faut, donc les données sont insérées. Alors, je regarde également au niveau base de données, donc je vais utiliser encore Show Collections. Je vois il y a deux collections. Je vais regarder ce qu'il y a dans le produit. Product DB. Product Collection. Alors, je vois également les données sont insérées, donc je vois ici, ça c'est important, je vois name, produit, price, je vois catégorie. Et dans catégorie, qu'est-ce que je vois? Je vois DBRF. Et là, on fait référence à une catégorie dans le code est. Si on n'avait pas utilisé DBRF, c'est la catégorie elle-même qui va être insérée, c'est-à-dire toutes les données de la catégorie. Donc dans ce cas-là, c'est un objet, la catégorie devient un embedded object, c'est-à-dire plutôt embedded document, c'est un document embarqué dans le document JSON. C'est bon? Alors pour pouvoir, si vous voulez voir un peu ce qui se passe au niveau de la base de données, sur ligne de commande, je préfère que souvent il faut savoir les commandes de base, c'est très simple. Après, si vous voulez par exemple faire des requêtes web, vous mettez find, vous mettez un objet JSON et vous mettez le critère. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Si vous voulez faire un peu plus simplement, il y a un outil, un client qui s'appelle Compass. Mongo Compass, c'est un client MongoDB. J'espère qu'il va se lancer parce que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas lancé. Donc en fait c'est un client, on va dire une interface web, c'est une application desktop qui vous permet donc d'accéder aux données d'un serveur MongoDB d'une manière très simple, c'est plus pratique. Voilà. Alors donc il demande de se connecter. On va se connecter donc vers le host. Localhost, c'est le port par défaut, c'est 27017, se connecter. Une fois qu'il est connecté au serveur, si le serveur est bien démarré bien sûr, sur ce port, donc vous allez pouvoir consulter facilement, donc vous avez les bases de données Catal, et là j'ai la collection catégorie, et là vous avez donc les données, alors je vais peut-être un peu zoomer, zoom in. Alors j'ai donc les catégories. Vous pouvez avoir un affichage sous forme de table si vous voulez, ça vous donne une idée un peu sur... Donc je vois donc le ID, les catégories, donc j'ai ordinateur. Là je vois les produits. Là c'est quoi? Il y a 0 élément. Pourtant c'est pas vrai. Parce que normalement dans la catégorie j'ai des éléments. Ça veut dire que nous pour le moment ce qu'on a fait c'est que quand on a enregistré une catégorie, on lui a dit à de la catégorie, plutôt quand on a enregistré les produits, on a dit que ce produit appartient à cette catégorie. Mais on n'a pas dit que cette catégorie contient ce produit. On ne l'a pas fait. Donc ce qui fait pour lui, jusque-là, il ne va pas savoir ce qu'il y a dans la catégorie. Et après, il y a les collections produits. Mais par contre, si je regarde les produits, donc je vois les produits, et chaque produit, donc je vois donc la relation vers catégorie. Si vous voulez faire dans les deux sens, si vous voulez que maintenant que la relation soit bidirectionnelle, il faut changer ici, au niveau de l'application. Alors pour changer, il faut faire produit. Une fois que vous enregistrez le produit, il faut également, donc ça, un produit enregistré, c'est product. Égal. Vous faites C2, la catégorie C2.get product add p. C'est-à-dire ici, donc j'ai ajouté un produit appartenant à une catégorie C2, mais en même temps, je dis que ce produit-là, je vais l'ajouter à la catégorie C2, mais il faut mettre à jour la catégorie, c'est-à-dire save C2. Je fais la même chose ici.
add, et ça c'est... Alors, c'est un peu différent parce que dans le GPA, en principe, quand vous dites one to many map add by, c'est que Hibernate, il connaît déjà que c'est une association bidirectionnelle, ça veut dire que quand vous ajoutez ça, ben, en quelque sorte, il le sait. Alors, dans la base de données relationnelle, de toute façon, que ce soit unidirectionnel ou bien bidirectionnel, il y a la clé étrangère. C'est-à-dire, il n'y a pas de clé dans les deux sens. Mais dans les bases de données orientées documents, vous avez deux collections. Il ne faut pas oublier que les collections peuvent être stockées d'une manière distribuée. C'est-à-dire, je peux avoir la collection dans un nœud, dans une machine, la collection produit, et la collection catégorie dans une autre machine. Parce qu'en fait, dans les bases de données de type MongoDB, c'est pour le big data. C'est-à-dire, je suppose qu'il y a une grande quantité de données. Et quand vous êtes dans le big data, il ne s'agit pas d'un seul serveur, c'est un cluster de serveurs qui va dispatcher en quelque sorte les collections dans des machines qui sont différentes. Alors, si je regarde un peu ce qui se passe, ici, dans Compass, j'ai les catégories. Alors là, cette fois-ci, c'est un peu différent, parce que je vois, il y a 4 éléments, ici, il y a 2 éléments. Alors, si je veux voir un peu la liste, je vois ici, voilà, qu'est-ce que je vois? Je vois C1, ordinateur, je vois, voilà, il y a 4 produits, 1, 2, 3, 4. Et je vois que le ID du produit qui est bien sûr. Et là, c'est important. Donc, notez que le ID, il est généré aléatoirement. C'est un autogénérateur qui est utilisé. Et en même temps, il faut noter que ID, il est de type Object ID. Ça, c'est MongoDB. C'est toujours le ID, il se forme stocké d'un objet de type Object ID. C'est une chaîne de caractères pour vous, mais lui, il le gère comme étant une entité spéciale, parce que c'est avec ce ID-là qu'il identifie le document. Alors, si on regarde un peu côté navigateur, pour consulter le produit via l'API RS 8080, a priori, on ne pourra pas accéder pour le moment. Si vous mettez Products, il y a Spring Security qui va m'obliger à passer par l'authentification. Qui a été généré au démarrage, on n'a pas vu, on n'a pas regardé. Pourquoi? Parce que donc bon, j'arrête. Je vais démarrer. Alors bien sûr, on a inclus Spring Security, c'est que par défaut, quand vous mettez dans pom.xml Spring Security, par défaut, il y a une configuration par défaut. Alors on va essayer de... Alors, non, il y a un souci. C'est pas dans le Spring Security. Il y a une erreur qui est générée. Ah. Alors ça, c'est un problème assez classique. Alors si vous regardez là, si vous catégorie produit, c'est quoi ça? Bon, ça c'est une boucle infinie. Alors en fait, ce problème-là, il vient d'où? Il vient de... Là, il faut faire attention, quand vous avez une association bidirectionnelle, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que quand on a géré ici, on a utilisé la méthode toString. Alors par défaut, la méthode toString qu'il a générée, c'est une méthode toString qui inclut également la catégorie. Et si je vais vers la catégorie, qu'est-ce que je trouve? toString. Et toString, quand il va l'afficher, il trouve la liste des produits. Donc, c'est-à-dire, vous affichez un produit, automatiquement, dans la méthode toString, il vous affiche sa catégorie. Et comme la catégorie elle-même, dans sa méthode toString, il affiche encore les produits, donc
une boucle infinie. Donc ça, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Alors, ce qui fait que là, il faut faire attention parce que quand vous utilisez l'emboc, vous générez la méthode toString. Parfois, c'est des problèmes qui arrivent. Alors maintenant, si vous voulez quand même garder la méthode toString, soit que vous générez votre méthode toString dans laquelle vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, ici dans la catégorie, donc je vais pas, je vais la laisser pour catégorie. Comment? Ici. Non, c'est pas. Façon implement serializable, c'est pas nécessaire ni GPA ni MongoDB. C'est pas. Serializable, c'est juste vous voulez rendre un objet serialisé pour la sérialisation binaire. Si vous travaillez avec IRIMI, notamment c'est avec EJB, c'est obligatoire. Mais pour le GPA, c'est pas nécessaire. Donc vous pouvez l'ajouter ou non, ça change rien. Donc ici, donc, je vais supprimer la méthode toString d'un côté et je vais générer la méthode toString. Bah, je n'ai pas besoin. Oui? Non, ça c'est pour JSON ignore, ça c'est pour JSON. Mais là, c'est pas des JSON. On est juste en train d'afficher la méthode toString. On n'est pas encore arrivé vers la partie la gestion du produit. Alors, ce qui fait que qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, je vais je vais pas utiliser la méthode toString par défaut, mais je vais lui demander de me générer la méthode toString. Bon, code generate la méthode toString. Et là, je vais mettre le ID et le nom. Mais je ne mets pas la collection des produits. Ça, c'est ma méthode toString. Je n'ai pas utilisé la méthode toString générée par l'emboc parce que ici, ça me crée problème. En tout cas, ça, c'est juste, je réexécute. On n'a pas fait attention tout à l'heure à ce message-là, mais c'est vrai que quand vous êtes dans une solution bidirectionnelle comme ça peut être embêtant. Alors ici, donc, je vois la liste des produits. Alors pour la catégorie, regardez la méthode, j'ai que le code et le nom. Mais pour le produit, j'ai quoi? J'ai le ID, j'ai le nom, j'ai le prix et j'ai la catégorie. Pourquoi? Parce que par défaut, il m'affiche la méthode toString de la catégorie. Alors tout à l'heure, dans cette méthode toString, il fait encore appel à la liste des produits. Donc là, on est tombé dans une boucle infinie. Alors ici, donc, si je veux accéder, alors ici, donc, je ne peux pas accéder pour le moment parce que par défaut, Spring, il m'oblige à passer par une authentification. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je dois redéfinir la configuration par défaut de Spring Security. Pour cela, je vais devoir donc créer une classe de configuration de Spring Security que je vais mettre dans un package Security. Je vais créer une classe que je vais appeler Security Config. Alors pour configurer Spring Security, en principe, vous aurez besoin d'hériter d'une classe qui s'appelle Web Security Configure Adapter. Vous utilisez la notation configuration et la notation enable web security. Après, vous aurez besoin de redéfinir deux méthodes. Configure, qui reçoit un objet de type Authentication Manager et Builder. Une méthode configure qui reçoit un objet de type HTTP Security. Ça, c'est les méthodes de base qu'il faudrait redéfinir. Alors ici, en principe, si vous voulez
vous faites, bon, si vous voulez utiliser un mot de passe, quelque chose, bricoler une solution plus simple, vous pouvez utiliser ici, comme on a fait d'habitude, vous pouvez utiliser authentication.inmemory, sachant que pour nous, les utilisateurs, on ne va pas les gérer ici. Normalement, on va les gérer par un autre microservice. Mais là, je vous montre juste, je vous rappelle un petit peu comment personnaliser plutôt la configuration. Alors, je vais utiliser donc Authentication, in-memory Authentication. Je vais utiliser des utilisateurs with user, par exemple admin, password. Alors ici, donc, dans Spring 2, plutôt Spring 5, c'est-à-dire Spring Boot 2, Spring Sécurité par défaut, il utilise un password encoder. Alors par défaut, il utilise Bcrypt. Bcrypt password encoder. Alors c'est pour cela, si vous mettez là, vous mettez un mot de passe, 1, 2, 3, 4, point has role, role. Alors le rôle, je vais lui donner le rôle admin et le rôle user, par exemple, c'est le rôle. Je vais ajouter un autre utilisateur, user 1, 2, 3, 4, admin, user. Bon, user, tout court. Quelque chose qu'on a l'habitude de faire juste d'une manière très simple, sachant qu'on va le perfectionner. Alors, si vous le laissez comme ça, pour le moment, donc là, je ne change rien, je vais utiliser cpr.configure, ça veut dire je vais encore utiliser la configuration par défaut. Donc, je ne change rien ici, mais je dis que voilà les utilisateurs. Mais si vous tentez d'exécuter, a priori, donc vous ne pourrez pas accéder avec ce mot de passe. Pourquoi? Parce que par défaut, Spring Sécurité, quand il vous ici username mot de passe, il suppose que le mot de passe il est déjà encodé en Bcrypt. C'est pour cela que si vous tentez de faire ça, vous mettez admin 1, 2, 3, 4, il va vous dire que non, c'est pas ça. 1, 2, 3, 4, c'est pas ça. Alors, il y a deux solutions. Soit vous lui dites que je ne veux pas utiliser, pour ce mot de passe, je ne veux pas utiliser un password encoder. Dans ce cas-là, vous utilisez une chaîne ici, no password encoder, et je fais la même chose ici. C'est comme si vous lui dites, pour ce mot de passe, ce n'est pas la peine d'utiliser un password encoder. Bon, ça c'est, on va dire, la solution, le bricolage, on va dire. C'est que ici, en mémoire, dans la RAM, le mot de passe n'est pas encodé. Alors là, elle va comprendre ici, donc je vais utiliser 1, 2, 3, 4. A priori, donc là, il accède, et je peux encore dire 4. Voilà. Donc ici, donc là, il n'y a pas de souci, donc il me laisse passer. Ce qui fait, moi je peux consulter. Alors je peux consulter les catégories. Je vois ordinateur, je vois imprimante. Et pour ordinateur, je vais voir une catégorie, donc je vais mettre catégorie /C1. Ça c'est la catégorie ordinateur. Une catégorie, je veux les produits d'une catégorie, je veux les produits. P1, prix. Et si je veux la catégorie de ce produit, je vais utiliser elle est là. Product /ID, le ID, parce que là il est généré aléatoirement ici. Je veux la catégorie de ce produit. Là, ça marche également. Je suis dans une catégorie. Je veux la catégorie C1. Pas de problème, j'ai ordinateur. Je veux les produits de cette catégorie. Je mets /products. /products.
mal écrit ça peut-être. C'est un C majuscule. Le ID. Donc je vois bien que pour cette catégorie C1, j'ai P1, P2, P3 et je devrais avoir normalement P5 et P6. P5, P6. Comment? Les? Là, tu peux faire ça. Regarde. Tu as les produits, mais non. Regarde, tu as les possibilités. Si tu es dans la, c'est products, si tout ce que tu peux avoir pour le moment, c'est product ID, le produit, tu peux avoir, la catégorie des produits. Spring Data, bien sûr, il va se limiter, sinon, on ne terminera jamais. Donc, Spring Data, il est tellement bien fait, il vous donne vraiment ce qu'il faut. Alors, en tout cas, donc, pour tout ce qui est Spring Data REST, on a déjà parlé de ça. Vous pouvez ajouter des méthodes dans les interfaces GPA Repository pour faire des recherches. Si vous voulez ajouter une catégorie, donc il n'y a pas de problème. Donc, vous allez envoyer une requête avec post. Alors, par exemple, je veux ajouter une catégorie. Post, en body, mettre name, C3. Ça, c'est le l'attribut. Non, parce que ça, c'est l'underscore, c'est une affaire de base de données. Hein. Mais pour vous, ce qui vous intéresse, c'est la classe. C'est-à-dire le setter. Name. Par exemple, livre. Alors, je ne spécifie pas les produits. Bon, par défaut, il va prendre une liste. Et c'est donc interdit. Pourquoi c'est interdit? C'est donc le contenu. Content type, c'est application JSON. Non, mais non, ça c'est body, c'est JSON. Parce que là, c'est une en-tête qu'on ajoute. 80 catégories, c'est interdit. Oui, c'est normal. Il ne va pas ajouter parce que je ne suis pas authentifié. Spring Security. Alors, normalement, si vous voulez pour s'authentifier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ici. Parce que ça, c'est un autre client. Hein. Parce que là, pour le moment, on utilise l'authentification basée sur les sessions. Et du coup, donc, il faut mettre /login, il faut envoyer là username, password, ce qui va permettre d'avoir un cookie pour ça. Alors, on peut tester. Hein. On va bricoler. Bon. Il faut mettre ici. Là, ce n'est plus JSON. Par défaut, ce n'est pas application JSON. Par défaut, il faut envoyer les données sous ce format. Content type. C'est X3W form URL encoded. Et là, vous mettez par défaut Spring Security, il attend les données par défaut, ça. Il attend le champ username avec admin. Il attend password avec le mot de passe et
Malgré ça, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a, par défaut, il génère, si vous regardez le formulaire d'authentification, exactement, si vous regardez le formulaire d'authentification, afficher le code source, alors j'ai ici username, j'ai password, mais j'ai il y a un CSRF token dans Hidden et le met là. Ça veut dire que par défaut Spring Security, déjà il m'exige que quand j'envoie la requête, il faudrait que je lui envoie dans la requête un champ qui est caché, dans lequel il y a c'est-à-dire ce CRS token. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça c'est la parade pour les attaques contre cross-site request forgery. Alors, ça, c'est l'authentification basée sur les sessions. Alors, moi, de toute façon, moi, je ne vais pas utiliser ça. Je ne vais pas utiliser une authentification basée sur les sessions. Parce que je vais faire, bon, d'abord, ici, ça, c'est pour, si vous voulez quand même utiliser un password encoder, ça, avant de passer à autre chose, si vous voulez utiliser un password encoder, euh, vous pouvez faire ça. Déclarer un objet et un objet P. Get bcrypt password encoder et vous mettez return new bcrypt password encoder. Là, vous mettez bin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que vous appelez au démarrage, en quelque sorte, quand vous appelez la méthode getBcrypt password encoder, il va vous générer un bin qui est placé en mémoire, ce qui fait qu'on pourra l'insérer, on pourra l'injecter par défaut dans les autres parties de l'application. Donc à chaque fois que vous voulez dorénavant utiliser bcrypt password encoder, tout simplement utiliser autowired bcrypt et après il va l'injecter. C'est donc ce que je vais faire ici parce que je vais utiliser donc bcrypt password encoder égale là vous utilisez la variable bcrypt password encoder. Je vais utiliser bcrypt password encoder.encode. La même chose ici. Généralement, c'est ce qu'on va faire. Alors, cette fois-ci, c'est encore mieux parce que je sais que mon mot de passe, les mots de passe, même si je suis in memory authentication dans la mémoire, les mots de passe sont encodés en bcrypt. Donc, s'il y a une application qui se balade dans la mémoire pour capter les mots de passe, il ne saura jamais ce qu'il y a dans le mot de passe. Donc, ça, c'est ce qui est plutôt conseillé à faire. Alors ici, la même chose, donc si on essaie de regarder, admin maintenant, 1, 2, 3, 4, bon ça marche, il n'y a pas de souci. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir, je vais désactiver le système d'authentification utilisé par défaut par Spring Security, ça veut dire ici, dans la classe de configuration de la sécurité,
Donc, je n'ai pas fait attention. Alors ça c'est, je voulais créer un package, mais j'ai créé une classe. Alors je supprime cette classe-là, je me suppose. Alors ça c'est delete, donc ça c'est pas de sens. Alors ici le package, ben, je vais mettre .sec et je vais changer de, je vais lui demander de créer ce package-là. Move to package. Alors ce que je vais faire, c'est que par défaut, donc dans la méthode configure là où il y a HTTP, je vais rien mettre. Alors généralement, si vous mettez rien, ça veut dire que là vous désactivez la config par défaut. Et du coup, donc il n'y aura plus de système d'authentification qui va être utilisé. Bon. Oui, il fait d'ailleurs, si vous n'êtes pas connecté, il ne trouve pas le. Parce qu'il fait un lien vers. En fait, un fichier CSS distant. Oui. Alors, si vous faites appel à Products, donc là, il n'y a plus de système d'authentification parce que je l'ai désactivé. Alors maintenant, si je veux l'activer moi-même, le personnaliser de ma propre manière, alors ici, je n'ai pas besoin. Maintenant, je peux revenir ici. Là, je n'ai pas besoin de m'authentifier. Je veux ajouter une. Alors ici, tout ça. Cette fois-ci, je vais utiliser le form dans les en-têtes. C'est application JSON. Body. Maintenant, je vais utiliser, je sais pas si. C'est 3 name livre, donc ça c'est la catégorie. Alors ici, je vais regarder. Bon, je vais ouvrir tout. Ici, je vais utiliser http.authorize request .any request je vais utiliser permit all. C'est-à-dire, bon, là je lui dis, je crois que je ne sais pas si je redémarrer, parce que normalement, je crois que c'est juste question, je n'ai pas redémarré, je crois. Je ne sais pas si je redémarrais tout à l'heure, parce que normalement, si vous mettez rien, c'est par défaut permit all. Mais je crois que c'est question que je n'ai pas redémarré. Alors là, il n'y a pas d'authentification nécessaire, donc forcément il devrait répondre, pas de souci. Là, je vais ajouter une catégorie. Alors. En get, a priori, il n'y a pas de problème, get. Elle est interdite. Oui. Parce qu'il y a toujours CSRF qui est activé par défaut. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser http.csrf.disabled. Bon, généralement, quand on fait d'ailleurs l'authentification basée sur stateless, il faut désactiver. Donc, c'est à vous dites à Spring Sécurité. Ce n'est plus la peine à chaque fois de vérifier si la requête HTTP contient
le CSRF token qui tu as généré auparavant. C'est en principe ça, mais est-ce que c'est vraiment ça la... Je sais pas, j'ai redémarré, non? Ok. Pas de souci. Alors les produits, pas de souci. Catégorie avec exactement ça. Donc c'est parce que même si vous tentez d'accéder, par défaut, il active CSRF. Alors maintenant, si je regarde maintenant la liste des catégories. Je vois ici les livres. C'est pareil, vous pouvez faire put, faire delete, pour faire la mise à jour, delete pour supprimer. Alors tout ça, on a déjà eu l'occasion de vérifier donc toutes ces fonctionnalités. Alors, maintenant, juste, je vais compléter la configuration de Spring Sécurité. On ne va plus utiliser donc l'authentification basée sur les sessions. Comment? Alors, vous n'avez qu'à vérifier. Alors, tu veux supprimer une catégorie, catégorie numéro C1, tu fais delete. Je supprime la catégorie C1, send. Et qu'est-ce qu'il a supprimé? On va vers Compass. Pas de cascade. Parce que si tu fais ça, tu reviens vers l'intégrité référentielle. Et si tu reviens vers l'intégrité référentielle, il vaudrait mieux revenir aux bases de données relationnelles. Alors, je regarde les catégories. Là, c'est de C3. La catégorie C1 a été supprimée. Mais dans les produits, je vois toujours que la catégorie C1. C'est-à-dire que dans les bases de données non SQL, il ne faut pas compter sur le SGBD pour gérer l'intégrité référentielle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les SGBD NoSQL ont été créés. Parce que pourquoi il faut aller vers le NoSQL? Parce que quand vous avez quand la quantité de données devient très importante dans les bases de données relationnelles, alors que le moteur de base de données relationnelles gère l'intégrité référentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas supprimer une catégorie, il devrait vérifier est-ce qu'il n'y a pas des produits qui appartiennent à cette catégorie. Et après, il te dit tu n'as pas le droit de supprimer. Mais quand il y a des milliards ou bien des millions d'enregistrements, il va rester... Donc pour les SGBD de relation, pour chaque opération, il va vérifier dans des milliers d'enregistrements pour vérifier l'intégrité des données. Et ça prend beaucoup de temps. C'est pour cela que les SGBD relationnels ne marchent pas quand la quantité de données devient plus importante. C'est pour cela qu'il faut passer vers les bases de données, vers les big data. Et dans les big data, quand vous êtes dans MongoDB, c'est que tu es dans le cadre d'une base de données big data. Et dans les bases de données non SQL, pas de relation. Si vous voulez créer des relations, vous voulez créer comme ça, il les gère comme ça. Mais tout se fait au niveau de l'application. Mais le SGBD lui-même, il ne fait rien. C'est-à-dire, si tu lui demandes de supprimer un document catégorie, il la supprime. Il ne va pas vérifier est-ce qu'il n'y a pas des produits qui... C'est normal, parce que les documents sont distribués dans plusieurs machines. Il ne va pas se balader dans les machines pour vérifier est-ce que le... Et ce qui fait, c'est l'avantage des bases de données SQL, plutôt, c'est la rapidité. Quand la quantité de données devient plus importante, là, c'est ce qui fait gagner du temps. Mais si tu veux toujours appliquer les mêmes règles que tu avais dans SQL, notamment les règles d'intégrité référentielle et les relations, ça n'a aucun sens d'utiliser les bases de données non SQL. Il vaudrait mieux rester avec les bases de données relationnelles. Mais par contre, la question que tu poses maintenant, comment régler ça? Alors si tu veux le régler, c'est au niveau de ton application.
C'est-à-dire dans ta couche service, tu devrais créer la couche service, la couche métier, tu crées une méthode qui permet de supprimer la catégorie. Et quand tu crées une méthode qui supprime la catégorie, c'est là où tu vas vérifier. Donc avant de supprimer la catégorie, tu cherches d'abord est-ce qu'il y a des produits qui n'appartiennent pas à cette catégorie. Donc ça, tu le fais au niveau de l'application. C'est une très bonne question, mais ça remet en cause le choix. Et du coup, donc, tu peux remarquer ici que là, on se retrouve avec une incohérence dans la base de données. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'application, on n'a pas fait trop attention à cette partie-là, donc il fallait la faire au niveau de l'application. Alors, donc juste pour terminer cette partie-là, maintenant, quelle configuration à faire? Configuration, ça, on n'a pas besoin. La gestion des utilisateurs, username, password, c'est pas ici qu'on va le faire. Donc, ça devrait se faire ailleurs. Là, alors pour le moment ici, on n'a pas besoin. Ça devrait, tout ce qui est bcrypt, les mots de passe, c'est pas ici, c'est dans une autre application. Mais par contre, ici, ce qu'on va faire, c'est, il faudrait dire ça. HTTP CSRF disabled, premièrement. Deuxièmement, HTTP .management, session management, session create policy, creation policy, stateless. Ça, c'est important. Ça veut dire que vous dites à Spring Security, tiens, ce n'est plus la peine d'utiliser les sessions. Bye bye, les sessions. Alors, si vous désactivez les sessions, ça veut dire que maintenant, c'est une authentification de type stateless. Et dans ce cas-là, c'est à vous de gérer ça en utilisant un token. Dans notre cas, on va utiliser JWT, c'est-à-dire JSON Web Token. Alors, maintenant, une fois que vous faites stateless, ben, vous dites, voilà vos raisons. Vous dites, moi, dans mon application, j'ai authorize request, point. Matchers. Après, il faut dire, par exemple, slash categories, ce qui concerne la gestion des catégories, par exemple, slash categories, slash étoile, je devrais être un admin. As role, as authority, c'est pas role, as authority, admin. Par exemple. Et pour gérer les produits, products, as role, user. Et vous dites le reste, authorize request, point any request, authenticated. Ça veut dire que tout le reste nécessite une authentification. C'est-à-dire que dans ton application, bah, toutes les requêtes nécessitent une authentification, quel que soit leur rôle. Mais pour la gestion des catégories et slash products, pour catégorie, je dois vérifier d'abord est-ce que c'est un admin. Et pour slash product, je dois vérifier est-ce que c'est un user. Et après, je vais dire, voilà. Et surtout, il faut créer un filtre maintenant. Pourquoi? Parce que chaque requête qui arrive, on regarde un peu dans notre application. Donc maintenant, à chaque fois qu'il y a une requête, il faudrait l'intercepter via un filtre. Et ce filtre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire la requête HTTP. Il va vérifier est-ce qu'il contient le JWT. Et une fois qu'elle est là, il va le signer numériquement. Il va le signer avec le secret, le même secret qui a été utilisé pour générer le token. Et si, une fois qu'il est signé, qu'est-ce qu'il fait? Il va charger le contexte de l'utilisateur, user et les rôles, il va les récupérer. Il va demander à Spring Security de charger, c'est-à-dire ces données dans le contexte de la requête. Et après, il laisse passer vers l'API REST.
Et après l'API REST, il va vérifier. Si c'est slash catégorie, il vérifie est-ce que c'est un admin. Si c'est slash produit, il vérifie que c'est un user. Mais pour faire tout ça, en principe, on va utiliser http://filter before. Filter before, c'est-à-dire un filtre qui va se placer en premier plan. C'est le premier filtre qui va être avant. Parce qu'on peut ajouter plusieurs filtres dans la base. Ici, donc, je vais utiliser new, une classe qu'on va créer. On va appeler JWT. JWT authorization filter. Après, on va lui dire quel type, de type username, password, authentication filter. Point classe. Ça, c'est le type. Et en fait, non, on va se baser sur c'est-à-dire un filtre classique qui est basé sur une authentification basée sur username et mot de passe. Donc, dans la base, c'est comme ça qu'on fait l'authentification. Alors maintenant, il faut créer cette classe JWT Authorization Filter. Entrée, create cette classe, on va la mettre dans le même package. Alors cette fois-ci, on va pas implémenter un filtre, mais on va utiliser extend one request, one per request, one per request, one per request. Once per request filter. C'est-à-dire quoi? C'est en fait un filtre qui va intervenir pour chaque requête. Chaque requête qui arrive, il faut qu'on vérifie ce qu'il contient ce token. Et là, on va redéfinir les méthodes, implémenter une méthode qui s'appelle do internal filter. Et là, ici, ce qu'on va faire, bon, il y a un travail qu'on va faire là, il y a des codes qu'on va écrire. Forcément, on va utiliser request.get, on va récupérer donc une entête authorization. On va essayer donc de vérifier s'il contient le JWT. On va faire appel à une librairie qui permet de signer. Et si tout se passe bien, à la fin, on va faire, on va lui dire filter chain point do filter. Ça c'est HTTP request. C'est-à-dire je passe. Sinon, ça c'est à compléter. Il y a des codes qu'on va écrire là. C'est-à-dire en principe, si c'est-à-dire vous faites string, un truc comme ça, JWT égale, c'est request, c'est HTTP request .get header. Je suppose que moi le JWT il est envoyé dans une entité qui s'appelle header, qui s'appelle authorization. Après si vous faites c'est JWT égale à nul, c'est égal à nul, ou bien s'il ne commence pas par le préfixe qui était prévu, on va utiliser généralement true. Vous générez une exception. Une exception, new runtime exception, par exemple, not autorisé. Sinon, là, on fait la suite. Donc c'est ce que je vais montrer, mais ça, cette partie-là, on va y revenir une fois qu'on termine la partie, la gestion des utilisateurs et l'authentification. Alors d'ailleurs, vous pouvez voir ici que à chaque fois, j'envoie sysout,
Si je vais vers catégorie, hop, il faut que je vois la console. Alors, elle est où cette console-là? J'arrête. Hein? Oui, mais je, je, des soucis. Voilà. C'est rare que ça arrive. Alors là, il n'y a pas de problème, c'est démarré. Alors si je tente d'accéder, je n'ai aucune... de toute façon, normalement, si vous voyez là, c'est 400. 430. C'est-à-dire, bon, de toute façon, l'accès est refusé. Pour le moment, je ne peux pas y accéder parce que le seul moyen, d'ailleurs, si on regarde dans la console, je vois bien, quelque sorte, ici, je vais faire clear all. Je regarde la console, je vois ici, l'étoile qui s'affiche. Là, ça veut dire que maintenant, j'ai presque préparé mon microservice pour par la suite. Il me manque encore des choses à mettre au niveau de quoi? Au niveau du filtre. Qu'est-ce qu'on va mettre là? Alors je vais devoir basculer vers les slides. Donc je vais expliquer rapidement ce qu'il faut mettre, parce qu'en fait le reste, il y a une autre vidéo qui contient la partie comment configurer la gestion des utilisateurs, l'authentification et tout ça. Alors je vais vous montrer. Et après on va compléter l'application.